Monsieur Lorenzi, le débat commence. Voilà, merci d'être nombreux à cette session éducation tous égaux, vraiment. Je commence par une citation. Einstein disait « L'éducation ne consiste pas à apprendre des faits, mais à entraîner l'esprit à penser ». Aujourd'hui, avec tous nos invités, nous allons vous proposer cette table ronde de voir justement si cette possibilité de l'esprit à penser est accessible à tous, cette fameuse éducation. Yann Algan, pour commencer, alors je vais déjà vous présenter les membres en présence. Donc, Yann Algan, mon co-animateur de la table ronde du Cercle des économistes. Donc Yann, j'aime bien le rappeler quand même, Yann, ça a été le meilleur jeune économiste de France en 2009. Et il avait bravo. Enfin, je vieillis là. Et il avait sévi avec un livre qui est toujours d'actualité, que je vous invite à lire, qui s'appelle La fabrique de la défiance. Un livre plus récent, c'est L'économie du savoir-être. Et Yann, justement, travaille sur tous ces thèmes du bien-être, de la confiance et de la défiance. Et voilà, et tous ces thèmes qu'on va aussi parler aujourd'hui. À ses côtés, nous avons une très grande chance d'accueillir Fazia Koffi. Elle est actuellement afghane. Elle est actuellement présidente en exil en Angleterre et présidente de Women for Afghanistan. Mais surtout, Fazia Koffi a été la première femme à avoir occupé le poste de vice-présidente du Parlement afghan. Donc vous allez forcément, quand on parle d'éducation, c'est aussi l'accès purement et simplement à l'éducation, et on va bien voir qu'en Afghanistan, c'est compliqué. Léon Loluza, à côté, qui est le directeur de l'école, l'ESC Business School, 11 000 étudiants quand même, dans 6 pays, à travers 6 campus, et on aura aussi des belles interventions sur toutes ces questions d'égalité et d'inégalité. Pierre-Olivier Costa, notre invité de l'étape de Marseille, qui est le directeur du Musem depuis 2022, avec une lourde tâche au Musem. On le connaît forcément, ce musée. Je rappelle que c'est quand même le musée de la civilisation de l'Europe et de la Méditerranée. Donc effectivement, on verra bien qu'il y a forcément des initiatives, et notamment, je dévoile un peu, mais sur les publics empêchés, qui sont très 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 intéressantes. Et à mes côtés, Christian Schmitt de la Brélie, qui est le dirigeant de l'assureur Clésia. 300 000 entreprises couvertes, 3 millions de personnes, 12 milliards de chiffre d'affaires, c'est ça ? Je crois. Voilà. Et qui viendra nous parler justement de l'éducation, parce que dans l'assurance, vous ne faites pas que ça, et il y a aussi un fonds de dotation qui est très intéressante. Donc, je disais donc, après cette citation d'Einstein, on se propose aujourd'hui de voir si cette possibilité de l'esprit de pensée est accessible à tous. Yann, tu vas nous dresser ce constat un peu actuel. On en est où dans cette accessibilité de l'éducation ? Merci beaucoup. Donc, j'aimerais juste donner quelques éléments de perspective et pour introduire nos prestigieux intervenants. Tout d'abord, en revenant sur cette question, sommes-nous tous égaux vraiment ? On voit bien que l'éducation est certainement l'une des thématiques où la promesse d'égalité est la plus saillante et la plus importante pour l'ensemble des citoyens et dans le monde entier. Et pour une simple raison, c'est que depuis le siècle des Lumières, on a vraiment placé beaucoup d'espoir dans l'éducation comme le lieu d'émancipation des citoyens en termes de liberté, le lieu aussi d'émancipation économique, et au niveau des individus aussi le règne de la méritocratie, de lutter contre une société d'ordre où finalement d'autres trajectoires individuelles étaient beaucoup plus fondées sur nos mérites à éducation. Et pourtant, il semble que cet idéal, malgré de grands progrès, on va en parler, avec des taux de scolarisation qui ont augmenté partout dans le monde, mais que cet idéal de promesse d'égalité, en fait, s'est fracturé au XXIe siècle et que les inégalités dans l'accès sont vraiment patentes. Alors, il y a différentes inégalités qu'on va aborder. Il y a des inégalités même de droit. Est-ce que des jeunes femmes peuvent accéder à l'éducation dans tous les pays ? Et ce sera abordé avec le cas de l'Afghanistan. Vous avez des inégalités financières, vous avez des inégalités culturelles, vous avez des inégalités aussi en termes de handicap. Donc, tout cela sera abordé. Il y a aussi un point plus prégnant, on en parlera sur la situation française, où vraiment
on sait qu'on est dans une situation très particulière d'un pays qui dépense 5,6% de son PIB dans les dépenses d'éducation et qui pourtant est le système le plus inégalitaire dans l'ensemble des classements de PISA, où votre origine, en fait, l'origine surtout des diplômes de vos parents compte le plus sur votre capacité d'accession. Alors, que faire? On va aussi essayer d'aborder des solutions. Moi, j'aimerais insister sur le fait que l'éducation est certainement l'investissement du 21e siècle. Vous avez eu énormément de travaux d'économistes, et en particulier d'un prix Nobel, Ekman, qui vous montrent que le rendement d'1 euro investi dans l'éducation des enfants est ce qui vous rapporte le plus en termes de compétences, en termes de développement économique, mais aussi en termes de citoyenneté, en termes de cohésion sociale au sein d'un pays. Et il faut maintenant trouver comment investir cet euro. On voit bien que dans la situation de la France, il ne s'agit pas juste de faire des dépenses. Et si je pourrais permettre, moi, juste de donner ma coloration, il me semble que l'une des inégalités les plus fortes à l'heure actuelle, bien sûr, au-delà des inégalités de genre, des inégalités internationales, c'est les inégalités aussi dans les compétences socio-comportementales. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez beaucoup d'enfants, et c'est le cas de la France, qui sont dans des sentiments de fatalité. Dans les enquêtes PISA, vous savez, ces grandes enquêtes internationales qui essayent d'évaluer les compétences des enfants à 15 ans dans l'ensemble des pays, la France est dans la moyenne des pays en termes de performance scolaire, aussi bien en sciences, en mathématiques ou en lettres. Mais là où la France n'est pas avant-dernière, mais dernière, c'est sur les compétences comportementales. Si vous interrogez les jeunes Français, est-ce que vous avez confiance en vous? Non. Est-ce que vous pensez que réussir en mathématiques, c'est le fruit de la chance ou de l'effort? 60% des jeunes Français vous répondent que c'est le fruit de la chance. Comment voulez-vous, et c'est très marqué socialement, c'est très genré, avec un vrai écart homme-femme, comment voulez-vous que nos jeunes de milieux défavorisés ou que nos jeunes filles réussissent si, dès le début, elles ont l'impression d'être nulles en maths par essence? Donc, il y a des solutions pour pouvoir travailler sur ces compétences, ça coûte moins cher, mais vous avez aussi tout un champ de politique qu'on va pouvoir aborder lors de cette table ronde. Merci. Merci Yann. Et effectivement, ces compétences socio-comportementales sont vraiment une des clés. Alors, nous allons donner la parole tout de suite à Fawzia Koffi. L'égalité de l'accès à l'éducation commence tout simplement par un accès pur et simple à l'éducation. Ce n'est plus le cas en Afghanistan pour une grande partie des femmes et des jeunes femmes. Donc Fawzia, est-ce que vous pouvez nous redire la situation exacte aujourd'hui pour les jeunes filles et aussi si les formes d'éducation clandestine arrivent, alors je sais qu'elles se mettent en place, mais arrivent à se maintenir et sont vraiment importantes et peut-être qu'il y a de l'innovation, j'allais dire peut-être technologique, qui peut aider ou pas. Qu'est-ce qu'il en est? Merci infiniment, Elisabeth. Je vais parler en anglais. J'espère que vous allez pouvoir me comprendre. Je ne peux pas parler en français, malheureusement, mais bientôt, parce que j'essaye d'améliorer mon français. J'ai rédigé 2 livres en français, mais j'essaye d'améliorer mes compétences en français. Alors, s'agissant maintenant de l'Afghanistan, oui, je représente l'Afghanistan. Alors, lorsque l'on parle d'Afghanistan, le nom nous est si familier, mais la réalité de la vie en Afghanistan, notamment pour les femmes et les jeunes filles, cette réalité est très lointaine de ce que nous vivons ici, de ce que les jeunes vivent ici. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas être très optimiste aujourd'hui, parce que nous sommes confrontés à de nombreux défis, à de nombreux enjeux. Je suis en exil en tant qu'activiste politique. Hier soir, nous avons entendu que le gouvernement russe a reconnu les talibans comme gouvernement. Donc comment peut-on reconnaître un gouvernement qui fonde sa politique sur l'apartheid et dans les programmes scolaires? Ils enseignent dans les cours les attentats. Je pense que l'éducation, l'instruction sont politisées. Elles se caractérisent par de nombreuses inégalités, comme jamais auparavant. L'éducation est politisée.
dans les programmes scolaires. Et c'est le cas en Afghanistan. Pendant les 50 années de guerre et de conflit, le premier secteur social qui a été ciblé par ces groupes radicalisés, c'est l'éducation, c'est l'instruction. Et ce qui est triste, ce qui est douloureux, c'est que leurs actions sont justifiées et même sont parfois soutenues par des dirigeants mondiaux et par le Nord global. Je vais vous donner un exemple. Il y a 40 ans, lors de la guerre froide, lorsque l'Afghanistan se battait, il y avait des moudjahidines, il y avait des groupes des djihadistes qui ont mis en place des écoles religieuses et le programme pour les étudiants afghanistans, ces programmes s'articulaient autour de la radicalisation. Vous avez par exemple des commandants qui se battaient, 8 personnes sont mortes et puis on voulait savoir combien de personnes étaient vivantes. Par exemple, on nous disait qu'il fallait faire le djihad parce que le djihad c'est sacré. Vous savez quoi? Ces livres ont été publiés dans la bibliothèque du Nebraska aux États-Unis. Donc l'Afghanistan, ça a toujours été un champ de bataille, un terrain de bataille entre les grandes puissances, entre les superpuissances. Nous sommes politisés pour ce que nous sommes et cette politisation se poursuit. Et je suis victime de cette politique de politisation. Moi, j'étais la première membre de ma famille à aller à l'école afin de recevoir l'éducation. Ma mère voulait que je sois médecin pour guérir les stigmates de la souffrance et des millions de filles n'ont pas pu avoir accès à l'éducation, mais nous avons repris cette politique visant à ramener les filles à l'école parce que c'est l'un des fondements de la société. Alors, bien sûr, je n'aurais pas pu parler de la souffrance et de la douleur de mon peuple si je n'avais pas été instruit. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient être ici, mais elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas le pouvoir, et je pense que l'éducation, c'est le pouvoir, c'est avoir de l'influence. Mais en fait, ces groupes radicalisés ciblent ce pouvoir, ciblent cette influence. L'éducation a été politisée il y a quelques années. Vous savez, vous êtes les filles et les garçons, mais cela a été radicalisé. Les talibans ont mis en place leur politique au nom de notre religion, mais notre religion n'a rien à voir avec cela. En fait, c'est un moyen de pouvoir pour ces groupes radicalisés, notamment les talibans. Ils font du lavage de cerveau auprès de nos jeunes afin de rester au pouvoir, parce qu'ils savent qu'une femme éduquée, une femme instruite, une mère instruite n'autorisera jamais son enfant de prendre un fusil et de se battre. En fait, la mère autorisera sa fille à prendre un stylo et combattre grâce à ce stylo, grâce à la technologie. Donc en fait, ces groupes radicalisés savent comment cibler les gens. Alors bien sûr, moi j'ai négocié avec les talibans. Et en fait, je négociais avec les talibans à Doha pendant 1 année et demie. Je faisais partie de cette équipe de négociation. En fait, les talibans nous ont menti. Ils ont dit, oui, ils autorisaient les jeunes femmes et les jeunes filles à aller à l'école et qu'elles pouvaient obtenir un doctorat. Et en fait, on était naïfs de les croire. Et même des diplomates dans le monde occidental et dans d'autres parties du monde qui disaient, oh, les talibans, ils ont changé. En fait, il faut prendre en considération les talibans. Ils ont signé un accord avec les talibans en excluant le peuple de l'Afghanistan. Les talibans, en fait, empêchent aux femmes et aux jeunes filles d'avoir accès à l'éducation, à l'instruction. En fait, ils mettent en place des madrasas. Donc, 50 000 madrasas ont été établies. En fait, les filles pouvaient aller dans ces madrasas, ces écoles spécifiques, et pas dans les écoles traditionnelles. Parce qu'une fille, un garçon qui apprend la technologie pourrait mettre en question le récit des talibans. Et bien sûr, tout le monde reste silencieux. Merci, parce que c'est fondamental de rappeler ça.
juste en une minute ou deux, il y a une forme d'éducation clandestine. En une minute ou deux, il y a une forme d'éducation clandestine. There are. Oui. We actually know how to resist. Oui, et nous savons comment résister, nous savons comment trouver notre chemin. C'est douloureux pour moi, mais nous avons toujours des écoles clandestines. Il y a bien sûr de l'éducation en ligne pour les femmes, et vous savez quoi ? Dans cette partie du monde, on pense que l'éducation est un acquis, mais vous savez, les femmes doivent marcher pendant 30 minutes pour avoir un cours en ligne en anglais ou un cours en mathématiques ou un cours en sciences. Il y a des écoles clandestines parce qu'on ne veut pas perdre une génération face à cette radicalisation. Nous avons aussi des cours pour les sages-femmes parce qu'en 3 ans, notre système de santé va être détruit parce qu'il n'y aura plus de sages-femmes, plus d'infirmières. Mes collègues ont été arrêtés parce qu'elles enseignent. Et quand vous enseignez, c'est un crime, c'est un délit. Ça, c'est le monde auquel nous sommes confrontés. Il y a beaucoup de disparités. Comment on peut combler ces disparités? L'éducation, c'est un moyen de pouvoir. Ce qui est important, c'est vraiment de se battre et de faire attention aux narratifs idéologiques. Faouzia, toute l'heure, merci parce que cette parole est importante. Léon Loulouza, directeur de l'SCP Business School, vous avez aussi connu, vous, un choc d'éducation. Alors, on va en faire réduire parce qu'on a pris un peu de... On a laissé Faouzia, mais on va réduire un peu. Un choc d'éducation, à 8 ans, vous avez quitté le Laos pour fuir le régime. Voilà. Vous nous avez dit en préparant cette table ronde, c'était vraiment intéressant. À 8 ans, vous êtes arrivé en Europe. En plus du déracinement, vous avez eu un choc d'éducation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choc d'éducation? Et maintenant, justement, ce choc d'éducation, est-ce qu'en enseignement supérieur, pour qu'on fasse aussi le cours, qu'en est-il justement entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis, à la limite, vous qui êtes sur plein de continents? Oui, merci. Pour moi, l'éducation égalitaire ne se décrète pas. Elle se construit, elle se contextualise. Et Madame, vous l'avez bien évoqué, dans le cas de l'Afghanistan, j'ai eu la chance d'aller en Afghanistan en 2002, un an après le 11 septembre, pour conseiller le président de la Cour des comptes afghane pour changer la loi, justement, parce que les talibans ont fait des choses qui n'étaient pas démocratiques et on l'a réussi. Et tout ça pour te dire que dans l'expérience que j'ai vécue entre l'Asie et l'Europe, moi je dirais que ce qui m'a frappé, c'est que j'avais 2 ans d'avance en mathématiques, dans les calculs. Donc quand j'arrivais, on me dit que j'étais excellent en mathématiques, mais pas parce que j'étais excellent, parce que j'ai appris les mathématiques 2 ans par rapport à la France. Et vous aviez 8 ans? J'avais 8 ans. Donc en cours préparatoire, on avait, je veux dire, l'équivalent de la cour préparatoire, le CP en France. En fait, en mathématiques, on avait déjà 2 ans d'avance par rapport à la France. Et ce que j'avais constaté, c'est que, en fait, en Asie, c'est plutôt la mémorisation, la répétition. Vous savez, comme un peu les arts martiaux, on vous demande de répéter les gestes 1000 fois, 10 000 fois, etc. On apprenait ça. Alors qu'en France, ce que j'avais découvert, c'est le raisonnement. Donc, approche étape par étape. La question, c'est, on veut tous faire l'éveil pour un enfant, pour un adulte. Donc, quels sont les fondamentaux qu'on doit faire? Et en fait, aux États-Unis, c'est l'épanouissement qu'on s'aperçoit. En fait, c'est un apprentissage par soi-même. Et donc, le professeur, c'est un coach que je vois aux États-Unis, quand j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. Alors qu'en France, c'est un référent, je dirais, intellectuel. Alors qu'en Asie, c'est plutôt un respect d'autorité. On ne remet pas en cause l'autorité. Et donc, vous voyez que les approches sont très contextuelles. Donc, en termes d'égalité, non, parce que c'est les approches qui sont complètement différentes. Comment vous le gérez au sein de l'ESCP, dans vos différents campus? En fait, nous avons justement différentes approches. En France, c'est une approche esprit critique. En Allemagne, c'est une approche théorique. Donc vous vous adaptez au pays. C'est pas une façon d'être international, ça? Ah oui, mais c'est le même cours vu sous différentes perspectives. En fait, il faut l'hybridation, il faut apprendre différentes approches pédagogiques. Il ne faut pas dire que l'une est meilleure que d'autres. Non, c'est la combinaison qui fait que ça nous renforce notre esprit et notre vision des choses. Et aussi la résolution de problèmes. Très bien.
à côté de, de cette approche internationale où on a l'extrême et on a ces différences, on pourra aussi un peu y revenir. En France, on le sait, l'inégalité, et Yann, tu as beaucoup écrit dans tes livres, ces fractures sociales territoriales qui n'aident pas à l'éducation. On peut être loin de la formation, sur les formations, justement, tout bêtement, le financement. Les jeunes l'ont dit, hein, il y a une très grande conversation des jeunes, il y a des agora jeunes, ils le disent tout le temps, c'est compliqué de savoir comment accéder à cette éducation. Pierre-Olivier Costa, vous êtes donc directeur du MUCEM à Marseille, le Musée des Civilisations, je disais, vous justement, vous faites un parallèle entre culture et éducation et vous dites c'est les personnes empêchées, les jeunes empêchés, enfin les communautés empêchées. Et vous avez mis en place beaucoup de choses et on peut faire vraiment un parallèle avec cette éducation où on peut réduire ces fractures. Comment? Avec vos exemples. Bonjour et merci pour cette invitation. Effectivement, j'ai la chance de présider le plus jeune des musées nationaux en France et à la fois un musée national un peu atypique puisqu'il a une collection très particulière parmi les musées nationaux puisqu'il collectionne des objets du quotidien. Des objets qui ont vécu dans la maison des hommes et des femmes et qui sont donc a priori accessibles. Et du coup, on va effectivement utiliser cette collection pour s'adresser à l'ensemble des publics. J'allais dire que la question de l'égalité ne se pose pas pour un musée national, c'est une obligation. C'est notre mission principale de ne laisser jamais personne de côté. Donc effectivement, on va adresser à des publics dits empêchés, éloignés de la culture, empêchés physiquement de venir jusqu'à nous. On va tracer des passerelles pour leur permettre de venir jusqu'à nous. Le pont entre l'éducation et la culture, il est clair, il est très documenté, il date d'il y a plusieurs années. Nous, ce qu'on nous a fait d'original, parce que comme nous sommes atypiques, nous avons une grande liberté par rapport à d'autres musées nationaux, ce que nous avons fait, c'est que plutôt que de mettre de la culture, de l'enseignement artistique dans l'école, nous avons choisi de mettre l'école dans le musée. On est le premier musée à avoir tenté cette expérience, une expérimentation qui date du mois d'octobre 2024, puisque nous avons créé une classe, nous avons fermé une salle d'exposition pour ouvrir une classe, une microstructure de 12 élèves qui sont en phobie scolaire, qui étaient en phobie scolaire, qui n'allaient plus sur le chemin de l'enseignement depuis au moins 2 ans. Et nous avons pensé que la culture, le musée, pouvait les aider à reprendre le chemin de l'apprentissage. Et un an après, c'est quoi l'expérience après une année scolaire? Après une année scolaire, il faut être prudent parce que il faut documenter ce genre d'expérience, c'est une première. Il se trouve que sur les 12 élèves qui ont intégré nos structures en octobre, il y en a 10 qui reprennent le chemin de l'école l'année prochaine. Donc on est déjà assez content de montrer. Bravo. Merci. De montrer que la culture est une solution à des problèmes de société. Bien sûr. Alors, on commence un schéma un peu global et on en reviendra. Et puis Yann va nous refaire un petit point par rapport à tout ça. Après aussi, Christian Schmitt de la Breuilly, en tant que directeur de Clésia, les assurances, on peut se demander ce que vous venez faire ici, mais justement, c'est ça aussi qui est intéressant. Et vous vous êtes rendu compte de choses par rapport à l'accès, les inégalités, et surtout par rapport à l'accès à l'handicap. Et vous venez de lancer un fonds de dotation très particulier lié à ça. Et c'est une mission, c'est une nécessité, c'est un devoir. Exactement, Elisabeth. Bonjour à tous et toutes. En fait, je dirige un groupe de protection sociale paritaire, géré à parité finalement par les employeurs et les représentations des organisations syndicales. Et nous nous occupons de protéger les personnes. Et derrière cette réflexion-là, dans le monde de l'entreprise, on s'aperçoit d'un constat de beaucoup d'entreprises qui recherchent des personnes compétentes et cherchent vraiment autour d'entrepreneurs engagés à satisfaire leurs obligations en matière d'embauche de personnes en situation de handicap et se trouvent face à un mur de recrutement dans ce dispositif. Le constat est assez clair. Beaucoup de choses ont été faites depuis 2017, on va dire, très précisément, notamment sous l'impulsion du président de la République pour vraiment faire un effet waouh de l'accompagnement du handicap jusqu'au bac dans ce dispositif, avec des dispositions en matière d'auxiliaire de vie scolaire et autres dispositifs, accompagnés de leurs ministres successifs. Mais derrière,
à la fin du bac, ont constaté deux choses. À la fois une logique d'autocensure de parents qui se disent il ne peut pas aller plus loin, premier élément. Deuxième chose, une difficulté, suivant, on parlait beaucoup de déterminisme en matière d'éducation, mais tout le monde n'est pas fils ou fille de hauts diplômés et n'a pas l'ouverture, entre guillemets, de ce dispositif. Et donc, derrière ce frein sur l'orientation, aussi un frein sur les capacités, notamment des classes prépa, sur lequel vous ne rentrez pas ni à Henri IV ni à Louis le Grand aujourd'hui si vous êtes en fauteuil. Vous ne passez pas la porte d'entrée dans ce dispositif. Et puis troisième sujet en études supérieures, c'est d'accompagner un peu ces jeunes, finalement sur lesquels leurs capacités financières ne sont forcément pas différentes par rapport à celles d'un enfant valide, donc de trouver les solutions très particulières, parce que chaque handicap est un cas individuel, et de l'accompagner. C'est toujours pareil, l'inégalité compensée, donc compenser différemment. Exactement. Et donc, initiative prise finalement par des réflexions de ce que nous sommes, une entreprise à mission, et d'être parti sur ce dispositif à créer un fonds que l'on appelle Handipass pour l'excellence. Donc comment avoir cette dernière marche, ce dernier kilomètre pour permettre, alors on ne va pas forcément imaginer demain des Stephen Hawking dans l'ensemble des entreprises françaises, mais globalement de pousser une situation sur laquelle proportionnellement, derrière une personne en situation de handicap qui a toute la capacité académique, je ne vais pas parler d'handicap cognitif sur lequel les choses peuvent être plus compliquées, mais globalement, proportionnellement, une personne qui est en situation de handicap a, tout en ayant toute sa tête et toute sa capacité intellectuelle, dans la réalité, a 15 fois moins de chances de faire des grandes écoles. Les freins sont matériels, financiers la Fondation va répondre sont comment? D'abord le fait d'ouvrir les familles et d'éviter cette autocensure. C'est aussi une action. C'est le travail que se propose ce fonds de dotation dès l'orientation au lycée. Le deuxième sujet, c'est post-bac, finalement, d'accompagner les familles dans ce dispositif. Et troisième sujet, c'est d'essayer de secouer un peu les régions qui sont propriétaires, entre guillemets, des différents établissements, pour finalement arriver après en études supérieures, post-prépa, entre guillemets, sur lequel, là, on pourrait peut-être en reparler au directeur général de l'ESCP, mais l'accueil est fait. Une fois que la barrière de cette classe supérieure est faite, les écoles sont prêtes à les accueillir. J'ai un petit jeune là, qui me regarde, qui est à Centrale Supélec, et qui, après 2 ans d'hospitalisation dans son parcours, est sorti finalement avec sa mention et avec un an d'avance, a réussi ce parcours, mais parce que l'orientation de sa famille lui permettait de le faire. La question financière, est-ce que le fonds de fondation, et vous allez accompagnera sur un certain nombre de bourses. Donc ce fonds qui est présenté, sur lequel on demande finalement aux entreprises, et on a une multitude d'entrepreneurs engagés, s'ils le voient finalement, de nous aider en matière de financement, sous l'égide de... Vous lancez un appel, en fin de compte. Un appel au don. Au fond. Au don, au fond. Un appel pour cette belle cause, alors que certaines entreprises peuvent être finalement un peu velléitaires dans cette démarche d'emploi de personnes en situation de handicap, et sur lequel, de par la résilience de leur croissance, de leurs difficultés, leur capacité, une fois dotée finalement d'un enseignement supérieur, on a des véritables machines de concours, des véritables bêtes de guerre, avec une empathie dans leur formation et dans leurs difficultés qui est bien supérieure à celle d'enfants valides dans ce dispositif, et qui nous permet d'aller très loin. D'accord. Merci. Et Yann, si tu veux, face à ces inégalités, on a vu des questions de solutions. Tu parlais tout à l'heure de ces compétences socio-comportementales. Toi, c'est quoi vraiment la priorité, si on refait un petit point à 2/3 de la table ronde, c'est quoi les priorités que tu mettrais vraiment pour réduire ces fractures? C'est une question que je ne lui avais pas posée, qui n'était pas prévue, donc mais il est bon. Non, mais il y a effectivement de multiples perspectives, et on voit, moi, ce qui me frappe tout d'abord, c'est quand même à vous écouter, et alors
c'est la multiplication des initiatives en dehors de l'éducation nationale, avec des associations de parents, des associations de musées ou des grandes écoles. Comment est-ce que finalement, il a fallu construire à côté pour pouvoir compenser un système éducatif qui a beaucoup de mal à maintenir ce problème. C'est compliqué, hein. Là on parle de millions d'élèves, etc. Ça veut quand même dire que les politiques publiques, sont quand même vraiment un peu à l'arrêt. Donc elles essayent de faire des progrès, mais force est de constater que depuis maintenant un certain nombre d'années, on a du mal à suivre la valse des ministres de l'Éducation. Maintenant, si je devais moi réfléchir, si j'étais ministre de l'Éducation... Ça j'adore. Voilà. Yann, oui. Non, mais je verrais vraiment deux priorités. La première, c'est vraiment effectivement la question de l'accès à la culture scientifique et aux mathématiques. On sait que c'est une préoccupation. Je vous rappelle juste quand même les chiffres qui sont préoccupants. Vous avez des enquêtes qui s'appellent TEAMS. C'est des enquêtes vraiment spécifiques sur les compétences en sciences et en mathématiques des jeunes enfants dans tous les pays de l'OCDE, qu'on mesure aussi bien en 6e à différents stades. La France, entre 2000 et 2020, est passée de la 6e place à la 17e place sur 18 pays audités. Ouais. Ça, c'est un vrai décrochage. Décrochage à tous les niveaux, c'est-à-dire vous avez un groupe vraiment de jeunes très importants qui ne comprennent plus la culture scientifique, mais vous aviez avant tout le temps cette mythologie des French Genius, ceux qu'on envoyait dans les très grandes prépas ou après au MIT. Mais même cette fraction-là ne cesse de décroître. Et donc ça, c'est une priorité, elle est très genrée. Et c'est pour ça que j'en arrive à la deuxième partie, qui est un peu, pour revenir un peu sur ces compétences socio-comportementales, c'est que si vous êtes persuadé d'être mauvais en maths par nature, de toute façon, je dirais pas. C'est comme si vous demandiez à un enfant d'apprendre à nager en lui disant saute dans la piscine, mais tu vas couler. Or, il y a eu des expérimentations, et là on en lance une sur l'ensemble des rectorats. Donc le ministère de l'Éducation lance un peu, avec Versailles, Paris, Poitiers, Créteil, où on a formé directement les professeurs, parce que je crois que c'est ça quand même la clé. Bien sûr. Bien sûr, il faut développer des choses autour, mais il faut craquer le système de formation des professeurs. On les forme, c'est une très grande expérimentation, et on les forme sur ces compétences. Par exemple, on montre juste une vidéo où on vous montrait que le cerveau est comme un muscle. C'est pas un muscle, mais ça fonctionne comme un muscle. Au fur et à mesure que vous l'entraînez, on montre des images où le muscle se développe, mais on montre aussi que les neurones se développent et se connectent, et donc que l'intelligence n'est pas donnée. Déjà, certains professeurs sont étonnés, mais surtout les élèves, juste en montrant cette vidéo, tout d'un coup changent de mindset. Ça coûte pas très cher, et après ils sont prêts à se dire ah bon d'accord, hop, je fais des devoirs, etc. Merci. Et justement, c'était la troisième partie de cette table ronde, et moi j'ai qualifié ces inégalités, ce que tu dis sur le cerveau, les inégalités invisibles. Je m'explique. Dans un monde où apprendre à apprendre est devenu vital. Monsieur Lalouzin, vous allez avoir la parole après, je finis ma question, mais on se rend bien compte que tout va vite, très vite. Ce qu'on a appris un an ne peut ne pas être vrai dans 3 ans. Voilà. Donc dans un monde où tout va très vite, les évolutions vont vite, nous n'avons pas tous la même façon d'apprendre. Et ce que disait justement Yann, comment faire découvrir à chacun le fonctionnement de son cerveau? C'était pas prévu Yann, mais on a été bon là. Les évolutions technologiques ou les innovations pédagogiques, et Yann vient d'en dire une, peuvent-elles aider? Donc, je pense que là, vous, et puis vous pouvez nous dire un peu l'ESCP, et puis d'un point de vue, alors là, c'est l'ESCP, on est sur l'enseignement privé, mais aussi l'enseignement supérieur, voilà, par rapport à tout ça, ce que vous faites, voilà, ce que je crois, il y a vraiment des choses intéressantes. Je pense que dans le monde en pleine transformation technologique, avec l'IA notamment, sociétale, d'urgence climatique, en fait, vous avez dit, c'est apprendre à apprendre. Ça, en fait, c'est la méthodologie qui est importante. Il faut apprendre les compétences génériques durables qui vont durer pendant 10, 20, 30, 40 ans. Donc, ces compétences génériques durables, c'est apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre, apprendre à réapprendre. Donc, qu'est-ce que l'IA peut faire et ce que nous, on ne pourra pas faire, en tout cas, l'IA ne pourra pas faire par rapport à nous, ce qu'on peut faire. L'IA va être beaucoup plus fort que nous sur, évidemment, l'apprentissage mémorisé, raisonné, le rationnel. Là, il est clair que l'IA nous dépasse, déjà. Après, deuxième étape, c'est l'apprentissage ancré. Ça veut dire quoi? C'est ce que dit Yann. Si je sais nager, j'ai appris à nager, 10 ans après,
Ben, je saurais nager parce que j'ai appris par cet apprentissage ancré par la répétition des gestes. Ce que vous disiez au départ, voilà, ce que vous aviez connu. Voilà. Et dernière étape, et là, ce que l'IA ne peut pas faire, et ce que l'humain peut faire, et dans nos écoles peut faire, c'est ce que j'appelle l'apprentissage incarné, sur site. Parce que ça, l'IA ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que nous, on travaille sur ça. Et l'IA ne peut pas faire, c'est l'illogique, le non conventionnel. Donc il faut surtout apprendre, justement, au-delà des compétences socio-comportementales qu'on appelle les soft skills, les compétences douces. Moi, j'appelle ça aussi, j'ajoute, les compétences folles. Apprenez vos compétences folles. Tout le monde a des compétences atypiques dont vous êtes follement passionné. Donnez des exemples parce que c'est... Je prends l'exemple. Ma compétence folle, c'est apprendre à apprendre. Et apprendre à désapprendre. Donc, j'adore lire, etc. Donc ça, c'est une compétence folle. Il y a peut-être des personnes, c'est la résilience, la cuisine, etc. Et grâce à cela, une fois que vous identifiez, donc à l'ESCP, on identifie vos compétences folles, atypiques, dont vous êtes passionné. Ça veut dire où c'est fort. Quand vous m'avez dit ça, j'ai trouvé ça très fort parce que ça veut dire que vous étiez en train de passer les entretiens de prépa pour rentrer chez vous. Et il me dit, en fin de compte, je dis aux jeunes que ce que vous faites à côté, à la limite, faire de la cuisine, écrire un bouquin et tout, peut devenir le centre de votre vie. Vous allez rentrer dans une école de commerce, vous allez rentrer en enseignement supérieur, vous allez faire de la formation initiale, mais en fin de compte, votre passion, alors vous parlez de compétences folles, j'aime bien, mais votre passion, faites-la maintenant. Ne la faites pas à 40 ans quand vous allez faire un burn-out. Absolument. Je prends un exemple, un jeune, donc il a intégré l'école, il adore la pâtisserie. Et donc il a fait, après avoir été diplômé de l'école, un CAP de pâtisserie. Et là, il a déjà ouvert une vingtaine de boulangeries à son nom. Voilà, donc il cumule ce qu'il a appris à l'ESCP plus ses compétences folles. En fait, c'est ça qu'il faut. Il faut, en fait, en France, je trouve dommage, pardon de dire ainsi, hein, ne m'en voulez pas, ça fait 49 ans que je suis en France, il faut encourager les gens, il ne faut pas décourager. On a, ce que disait Yann, c'est qu'on a cette culture d'élitisme, un peu de privilège, donc il faut l'excellence pour tous. Tout le monde peut y arriver. Et moi, je discutais avec Olivier Blanchard, c'est l'ancien chef économiste du FMI. Il me disait, mais écoute Léon, j'ai découvert les mathématiques en licence, alors qu'au bac, j'étais extrêmement moyen. Vous voyez que la découverte d'une expertise peut se révéler ultérieurement. Je crois qu'il faut vraiment qu'on encourage et pas qu'on décourage les enfants à aller apprendre à apprendre. Quand on parle d'égalité, donc moi j'aime bien ces termes, les inégalités, il faut essayer de ne pas les faire nettes, mais après, si elles sont forcément là, et on a vu qu'elles sont de plein de niveaux différents, on essaye de les réduire, de les compenser, de les corriger. Je reste sur le SCP, et après vous pourrez réagir hein, si vous voulez avoir des réactions. Mais sur l'IA, vous proposez à vos étudiants un agent conversationnel. Alors, nous, on a toujours dit dans l'enseignement supérieur, pas d'IA, enfin, on ne fait pas. Mais là, expliquez-nous, parce que c'est assez fin, ce que vous proposez. En fait, pour nous, l'IA, c'est juste un outil, ce n'est pas une finalité. Et donc, nous travaillons avec OpenAI, en partenariat mondial, pour créer un outil personnalisé, un agent virtuel pour tous les élèves et aussi pour les professeurs, afin que son acquisition de compétences et de savoir puisse être personnalisée. Et donc, plus il va travailler avec son agent virtuel, c'est un peu son coach, et plus il va améliorer son esprit critique et ça, à condition évidemment de faire des allers-retours. Donc c'est pour ça que cet agent virtuel lui permet d'apprendre mieux, vite, et avoir un esprit aiguisé plus rapidement. J'ai une notion, j'arrive pas à la comprendre, je pose ma question à mon agent en disant, moi, tu me connais maintenant, tu me connais, je sais que je réagis comme ça, explique-moi cette notion différemment. Exactement, et de manière simple. En fait, souvent, c'est que là aussi, pardon de dire ainsi, c'est parce que la France, on a un raisonnement extraordinaire en termes d'esprit critique, de démonstration. D'ailleurs, vous me remarquez, je dis beaucoup donc, mais, et, etc. Donc thèse, antithèse, synthèse. En fait, c'est que il faut que chaque personne n'a pas forcément cet esprit. Et donc, vous voyez, je dis et donc, vous voyez, je suis tellement habitué à l'approche française, alors qu'aux États-Unis, on ne dit jamais donc, on ne dit pas therefore. Je veux dire,
C'est pour ça que chacun a une façon de comprendre, de percevoir la connaissance et les compétences. Et c'est la raison pour laquelle, grâce à l'IA, on peut aller beaucoup mieux. Et là, on peut arriver à l'excellence pour tous. Merci. On va prendre des questions dans la salle, mais juste avant, donc si vous avez des questions, vous faites signe. Déjà, si vous voulez réagir, voilà, réagissez. Et Yann, je te poserai une dernière question piège. Ou pas piège. Je reprenais la situation de ces jeunes en situation de handicap qui ont justement des incapacités et finalement se servent de ces outils technologiques, comme le disait le patron de l'ESCP, vraiment comme des outils, et très clairement comme des outils. Et se trouvent à un niveau de maturité, d'abord par la résilience qu'ils ont eue dans leurs inaptitudes, et finalement à être, on en parlait tout à l'heure, à être davantage des ingénieurs que des littéraires dans cette démarche-là, et de montrer que tous ces nouveaux outils à l'heure de l'IA, de la voiture autonome et autres sujets, qu'on a vraiment une chance de pouvoir pousser ces jeunes qui sont aujourd'hui un peu barrés sur ces études supérieures et sur lesquels des entrepreneurs engagés, là, le fonds de dotation dont je vous parlais est présidé par Christelle Langsad, qui est une cadre dirigeante de l'industrie pharmaceutique, animée par un serial entrepreneur fondateur du festival de jazz de Marcillac. Voilà une compétence folle dans ce dispositif, qui a créé une boîte qui est un des plus gros employeurs de personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce qu'il a passé 9 ans dans un fauteuil roulant. Et donc on voit que ce pourcentage de personnes en situation de handicap ont peut-être compris avant les jeunes valides pour aller plus vite. Pierre-Olivier Costa, je voulais vous faire... Vous allez réagir, mais surtout, j'y pense maintenant, on en a parlé juste avant, votre exposition que beaucoup de gens ont dû voir sur les Roms au Mucem, moi j'ai été fasciné par la façon, en 1 heure d'exposition, j'ai appris plus qu'en un bouquin parce que vous aviez réussi à transmettre des connaissances avec 5 supports différents où, en fin de compte, je me suis rendu compte que ma connectivité le prenait directement. C'est ça aussi la réponse, une des solutions? Une des solutions pour lutter contre les inégalités, c'est de regarder d'abord ce que nous avons tous en commun et de s'appuyer dessus. Dans les musées, il y a des gens très érudits, des gens qui ont fait l'école du Louvre, il y a des gens qui s'intéressent, qui lisent des revues, et il y a des gens pas du tout. Par contre, il y a une chose qu'ils ont tous en commun, c'est le panel des émotions. On a parlé d'intelligence artificielle, moi je ne connais pas l'émotion artificielle, et donc on s'appuie beaucoup sur l'émotion parce qu'elle est partageable par tous. Donc effectivement, quand vous rentrez dans cette exposition, et puis dans celles qui vont ouvrir, il y en a une qui ouvre le 9 juillet, que je vous recommande, qui s'appelle « Lire le ciel », c'est sur les ciels étoilés en Méditerranée. On a plein de bouquins à lire, hein. C'est bien. Là, du coup, vous pouvez juste aller dans l'exposition. Mais en tout cas, on rentre par l'émotion. On rentre par un partage à hauteur d'homme. Les inspirateurs du Musée des Arts et Traditions Populaires et donc du Mucem, quand ils avaient conçu l'objectif d'ouvrir un musée comme celui-là, avaient dit qu'ils voulaient le Louvre du peuple, le Louvre à hauteur d'homme. Donc effectivement, vous rentrez dans l'exposition Barvalo, vous tombez sur quelqu'un qui vous parle de sa vie, de son quotidien. Il faut de l'éducation à hauteur d'homme. Et du coup, l'émotion, puisqu'elle est partageable par tous, est un moyen de lutter contre les inégalités. Bien sûr. Et justement, ça va rebondir sur la dernière question d'Yann avant les questions. Et Anne, si on parle chiffres, l'éducation, c'est 6,3% du PIB pour une performance scolaire moyenne, hein, on rappelle ce chiffre-là. Avec quelle efficacité? Donc justement, tu as parlé d'une intervention sur la formation des enseignants. Là, on a vu à hauteur d'homme, est-ce que la solution, dans un moment contraint en termes de finances publiques, est-ce que la solution, justement, c'est vraiment de dire à nos enseignants, à tous les niveaux, prenez cette émotion, prenez ces compétences folles, sortez l'éducation hors les murs? Oui, juste en un mot, et pour après vraiment donner la parole au public. L'une des grandes problématiques, que ce soit en France, mais partout dans le monde, c'est vraiment la formation des professeurs. Le constat est quand même très bien établi en France que la formation des professeurs est axée sur l'académique, ce qui est bien, hein, il faut, mais très peu sur le geste pédagogique. Et dans ce geste pédagogique, eh bien, il y a un geste sur la façon dont on traite l'émotion d'un enfant dans son processus d'apprentissage.
Et les enseignants eux-mêmes en France, dans l'ensemble des classements, se disent les moins bien préparés justement dans leur capacité dans la transmission du savoir. Donc il est effectivement temps de changer les choses. Essayons de changer les choses avec des solutions. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Et donc, il y a des micros qui arrivent. Je ne sais pas qui donne les micros. Voilà, il y a des questions là. Voilà. Alors, on a 6 minutes de questions. Donc, je vous demande de vous présenter et une question très courte et on fera des réponses. Oula, plein de questions. Merci. Bonjour, Naïma Korchi, je travaille dans l'humanitaire et notamment je suis médiatrice auprès de l'Union africaine sur la prévention des conflits. Et j'aimerais, parce qu'en plus il fait chaud, souligner un autre risque en fait qui va élargir le gap des inégalités entre les filles et les garçons, c'est les crises. On l'a vu, moi je travaille sur l'Afrique, on a vu les crises, quand il y a eu la crise du Covid, et que l'école s'est arrêtée, il y a eu beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu suivre les cours en ligne parce qu'il n'y avait pas d'Internet, notamment dans le monde rural. C'est vrai. Donc il y a des pays qui ont pris des initiatives, donc on s'est aperçu d'un décrochage important, et notamment les jeunes filles. Parce que quand il n'y a pas d'école, les parents souvent, et qu'il y a un accroissement des tâches ménagères, ce sont les filles qu'on ne renvoie pas à l'école. Les crises climatiques. Je viens de revenir d'une mission à Madagascar. Les pays insulaires, notamment Madagascar, c'est le plus impacté par les changements climatiques. Et quand il y a un cyclone et que l'école est détruite et qu'elle est fermée, on a très peu. Celles qui reviennent le moins à l'école, ce sont les filles. Parce que pendant ce décrochage scolaire, eh ben, elles vont aider les parents, et donc, ou alors elles se marient, il y a des mariages précoces. Donc il y a aussi. On n'en perçoit pas en fait les conséquences dans les pays développés parce que l'État est là pour pallier, mais dans les pays du Sud global, c'est aussi malheureusement avec l'aggravation du changement climatique, des crises peut-être sanitaires qu'on aura une prochaine fois, il faut aussi intégrer ça, je pense, dans les inégalités qu'on aura entre les pays développés et non développés, mais aussi c'est une menace supplémentaire en plus des menaces idéologiques comme en Afghanistan, au handicap, c'est aussi une menace supplémentaire qui va déscolariser les jeunes filles. Et je vous remercie. Merci de cette prise de parole, qui est moins une question, mais était une constatation et qui était importante. Est-ce qu'il y a une réaction ou non? Peut-être pas, hein, mais merci. Une autre question? Voilà. Merci de me donner la parole. Donc, Morgane Murias, apprentie consultante en recrutement. Donc, moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. J'ai eu la chance d'être admise dans plusieurs grandes écoles de commerce. Mais quand je regarde les frais de scolarité, le logement, la vie étudiante notamment, je me demande à quoi bon réussir les concours si financièrement ça reste inatteignable. Donc ma question est simple, est-ce que l'élite peut vraiment se démocratiser si le ticket d'entrée reste hors de portée pour les classes populaires? Merci. Voilà, tout est dit. Alors, Léon. Je vais répondre. Je dis oui à l'ESCP. La barrière financière ne doit pas être une barrière. Nous, on a un mot pour l'égalité de chance pour tout le monde, c'est l'IDEM. L'IDEM, c'est un acronyme qui veut dire inclusion, diversité, excellence, mérite. Si vous obtenez, vous arrivez à avoir le concours, venez me voir, on vous donnera, parce qu'en 2021, l'école, on a mis en place la gratuité durant les 3 années du programme Grande École pour l'échelon 4 à 7. Donc, on ne paye pas de frais de scolarité, et pour les autres échelons, c'est des exemptions partielles de frais de scolarité. Alors pourquoi? Est-ce que vous savez que dans les grandes écoles de commerce, nous recevons quasiment, enfin, à l'ESCP, 0 subvention de l'État, rien, même pas 1 euro. Alors comment on finance? Il n'y a pas de secret. Est-ce que l'excellence a un coût? Est-ce que l'excellence a un prix? C'est là la question. Donc, nous, c'est grâce à la Fondation, mais tout ça pour vous dire que si une école, en tout cas à l'ESCP, vous intégrez, vous réussissez le concours, et nous, on ne veut pas de la discrimination positive, c'est-à-dire qu'on vous donne des bonus, etc. Non, mais parce que vous réussissez comme les autres, ben, vous intégrez et vous aurez, en tout cas, on mettra en place un dispositif adapté. Mais voilà, sur la réponse de Léon, c'est une réponse du secteur privé. Mais la question que vous posez est la vraie question, forcément. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent... C'est là où l'innovation pourrait aussi dans l'enseignement supérieur et sur les politiques publiques, hein, je pense que on ne va pas assez loin. Moi, j'ai toujours dit, on pourrait avoir du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, oui, vous ne pouvez pas vivre... Voilà. Mais pourquoi il n'y aurait pas déjà une entreprise qui ferait un pari sur vous, qui vous financerait, où vous restez,
vous restez vous dites, et moi je reste avec vous 3-4 ans du gagnant. C'est un vrai sujet, et moi je trouve qu'on n'innove pas assez sur ces sujets-là. Ça c'est personnel, mais voilà, j'avais envie de le dire. Une autre question, on a 1 minute. Mais on a 1 minute. Comme c'est en direct, on est obligé de... Voilà. Bonjour. Donc très vite. Hein. Oui, bien sûr. Je suis arrivée en cours de route, mais en tous les cas, ce que j'ai l'impression que vous avez dit, vous avez beaucoup focalisé sur la stimulation intellectuelle, c'est-à-dire la méthode pour apprendre. Et en fait, je me demandais, est-ce que vous faites les liens avec le QI? Est-ce qu'il y a un impact sur la curiosité ou le besoin de stimulation intellectuelle lié au QI? Ou pas du tout? En fait, ce que vous dites là, c'est que moi, notre conviction, c'est l'intelligence, elle est plurielle. En fait, l'intelligence, elle n'est pas uniquement fondée sur le rationnel. Donc la logique, elle est importante. Il faut de la rationalité. Mais on parlait de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de situation, l'intelligence interculturelle, l'intelligence relationnelle. Donc il y a toutes ces formes d'intelligence et la curiosité, elle est essentielle. Effectivement, vous l'avez dit, il faut observer, il faut savoir écouter. Ça aussi, c'est une des compétences rares. Tu veux alors peut-être une dernière question. On arrive voilà, à la fin, mais vraiment très court, mais voilà, on prend. Alors moi, je suis maman d'une jeune fille qui va rentrer en terminale et puis déjà on commence à regarder les écoles pour après le bac. On constate, je reprends l'intervention de la jeune dame, on constate que les écoles aujourd'hui, on est à plus de 15 000 € à l'année, les frais, quand c'est pas dans la région. Quand on parle d'égo, on ne l'est pas. Une personne qui a les 2 parents qui travaillent, qui peut financer, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais vous, votre école, ça coûte combien une année chez vous? Sans les bourses, sans le système. D'accord? Aujourd'hui, si vous ne sortez pas d'une grande école de commerce ou une grande école, une grande fac, vous n'avez pas de suivi. Vous ne pouvez pas avoir un super travail. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout égaux parce qu'il n'y a pas un système économique égaux pour les enfants, pour les jeunes qui rentrent de systèmes défavorisés ou de secteurs défavorisés, que ce soit dans les collèges, que ce soit dans les lycées. Donc aujourd'hui, tant que l'État ne fera rien par rapport à ça, on ne sera pas égaux. Et alors, juste, il n'y a pas que la réponse privée. Il y a de l'enseignement supérieur, et j'ai des cas, il y a de l'enseignement supérieur de très haute qualité, où ça ne coûte pas cher, mais derrière, il faut vivre et tout. De toute façon, c'est un des sujets. On aurait pu faire une table ronde rien que sur ce sujet-là, mais voilà. Mais répondez, Léon, peut-être sur le prix, parce que c'est vrai, parce qu'il faut le dire aussi, ce qu'il en est. Et après, on finit. Merci. Sur le prix, dans le programme post-bac, il est de 15 000 € et nous avons mis en place des dispositifs vous savez, de bourse. Mais vous avez raison, mais il ne faut pas... en fait, tout l'enseignement supérieur en France est excellent. Donc, aussi bien aux universités que dans les grandes écoles d'ingénieurs ou toutes disciplines, sciences politiques, etc. et de commerce. Donc, il ne faut pas dire que non, ce n'est pas parce que je n'ai pas fait cette école que j'ai raté. Je suis désolé, non, pas du tout. Voilà. Alors, Fazia, effectivement, mais très 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 vite parce qu'on est en direct. Donc, Fazia, oui. Dernier mot, Fazia. Très 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 vite. Yeah, thank you. On this, Merci. Alors, vis-à-vis de l'inclusion, nous avons tous une responsabilité. On doit demander aux décideurs, nous devons nous demander combien est-ce qu'on investit dans l'éducation. L'éducation n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. Si vous le comparez au fait que, voilà, il y a une partie de l'argent qui va aux entreprises, qui va aux entreprises qui fabriquent des fusils, et vous voyez la différence avec l'éducation. Il y a des droits fondamentaux pour tous les êtres humains. Vous, dans le Nord mondial, vous avez la responsabilité de protéger tout cela. Le multilatéralisme est sous attaque. Donc, il faut protéger ces investissements en Afghanistan. On a de l'innovation dans l'éducation, mais les perspectives ont changé. Quand j'étais petite, mon père ne voulait pas que j'aille à l'école. Mais lorsque j'étais députée, il y avait beaucoup de pères qui sont venus me voir qui voulaient que leur fille aille à l'école. Mais maintenant, le Taliban ne le permet pas. Mais quelle est votre responsabilité? Vous devez vous assurer la préservation de ces droits. Il ne s'agit pas d'un luxe, l'éducation. Conclusion. Et on peut retrouver tout de suite à la librairie, Fazia va dédicacer à 12h30 son livre, donc vous pouvez continuer la conversation avec elle. Merci, on aurait pu en parler encore.